Sont souvent à la bouche et de façon un peu excessive les mots de virage, les mots de tournant. Mais nous sommes sans doute en train d'en vivre un en ce qui concerne cette guerre en Ukraine avec ce plan américain qui sera apporté demain. Steve Witkoff a fait le voyage aujourd'hui et c'est demain qu'aura lieu la réunion que les Américains, ce plan qu'ils sont en train d'apporter donc à la Russie. Pourquoi ? Parce que la presse américaine nous en apprend davantage, américaine et britannique, sur le contenu de ce plan qui reste un peu flou et sur lequel, on l'a remarqué tout à l'heure, aussi bien Emmanuel Macron que Volodymyr Zelensky sont très très prudents, très très évasifs. Il ne faut plus fâcher le grand frère américain. Il faut le ménager et pourtant le contenu de ce plan, certaines de ses dispositions telles qu'elles sont révélées par la presse britannique ou américaine, ont de quoi laisser pantois. Cela concerne en premier lieu les territoires. Et sur ce point-là, capital pour Vladimir Poutine, eh bien les États-Unis sont sur le point de largement donner raison à la Russie. Ils s'engageraient à reconnaître officiellement l'acquisition, la conquête de ces territoires par la Russie dans toute la dimension que réclame la Russie, en tout cas en ce qui concerne cette zone si sensible du Donbass. Donc voilà l'information qui nous est donnée. Est-ce inéluctable ? L'Ukraine devra-t-elle se coucher ou aura-t-elle les moyens avec l'Europe de résister ? C'est la question qu'on pose ce soir avec vous, Général Trinquant. Merci d'être avec nous, avec Isabelle Lasserre qui est également avec nous et qui publie ce long article dans le Figaro, les Européens marginalisés sur l'Ukraine. Les Européens et leurs alliés ukrainiens ont toutes les difficultés à résister à la force du ciseau américano-russe qui veut découper les terres de la victime et l'affaiblir politiquement. C'est ce qui s'est passé à Genève, c'est ce qui serait en train de se passer. Merci d'être avec nous, Isabelle. Vous nous en direz plus dans un instant. Vincent Hugeux est également avec nous. Bonsoir Vincent. Bonsoir David. Et Jean-Dominique Merchet nous fait également le plaisir de sa présence, journaliste défense et internationale du blog Secret Défense V2. Désormais, c'est comme ça qu'on vous présente, Jean-Dominique. Absolument. D'abord les faits. Que sait-on ? Que dit cette presse ? Que disent ces articles ? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelles sont ces informations sur ce plan, sur ce projet américain ? Eh bien, pour bien comprendre, revenons à cette image. Septembre 2022, 6 mois après le début de la guerre, Vladimir Poutine décrète et signe l'annexion de 4 régions ukrainiennes après des référendums fantoches. Pour lui, c'est officiel. Elles rejoignent, je cite, la Russie historique, et cela pour toujours. À ce moment-là, chacun en Occident se dit que c'est fictif, que ces décrets n'ont aucune valeur, d'autant qu'une partie de ces territoires, et notamment la région de Donetsk, est toujours sous contrôle ukrainien. Eh bien, 3 ans plus tard, les Américains sont prêts à lâcher, en clair, à offrir ces territoires à Poutine. C'est ce qu'affirme effectivement la presse américaine et britannique. Selon le Télégraphe, Steve Witkoff arrivera avec un cadeau de la part des États-Unis, la promesse que Washington reconnaîtra la légitimité de la Russie sur ces territoires ukrainiens qu'elle occupe par la force. Autrement dit, Washington reconnaîtrait officiellement ces nouvelles frontières à la Russie, même si Kiev et l'Europe refusaient. L'approbation de la première économie mondiale contribuerait à consolider les acquis de l'invasion illégale de Poutine. Alors, quel territoire exactement ? Eh bien, les voici, du nord au sud, les régions de Louhansk et Donetsk qui constituent le Donbass, puis celles de Zaporijia et de Kherson. Concrètement, dans ce plan, Donetsk et Louhansk seraient donc reconnus comme de facto russes et le russe deviendrait la seule et unique langue officielle. Or, vous le voyez, Louhansk est déjà à 100% aux mains de la Russie, mais l'Ukraine contrôle encore 20% de la région de Donetsk qu'elle se bat tous les jours pour conserver. Eh bien, elle devrait y renoncer. Les forces ukrainiennes devraient reculer. C'est exactement la revendication exprimée par Vladimir Poutine jeudi dernier et c'est exactement désormais ce qui figure sur la carte officielle de la Russie telle qu'elle est vendue dans les librairies et présentée dans les écoles. Et on estime au passage que s'il restait sur place, plus de 200 000 civils basculeraient sous contrôle russe.
En revanche, plus au sud, dans les 2 régions de Zaporijia et de Kherson, que les Russes contrôlent aux 3/4, là le plan serait différent. La ligne de front serait gelée et deviendrait donc de facto une frontière avec d'un côté une partie russe et de l'autre côté une partie ukrainienne. Enfin, en ce qui concerne la Crimée, elle serait reconnue comme russe elle aussi. Mais l'Ukraine est-elle prête à accepter cela ? Eh bien, dans les faits, non. Dans les paroles, Volodymyr Zelensky reste beaucoup plus évasif. Pas question de braquer les États-Unis. Écoutez, c'était tout à l'heure lors de sa visite à Paris. Emmanuel Macron, lui aussi, s'est montré prudent. Це процес, він ще не закінчився. Скажу відверто, питання територіальне найскладніше, а план виглядає кращим. Переговорники зі Сполучених Штатів Америки хочуть вони поділилися з нами їх баченнями. Вони хочуть поділитися цими баченнями з російською стороною. Ми отримуємо повний фідбек. Я отримую фідбек. І я думаю, що після цього ми побачимо, де ми приблизно знаходимось. L'Ukraine est la seule qui peut discuter de territoire. Ce sont les siens, reconnus par le droit international et elle est souveraine. Pour le reste, il n'y a pas aujourd'hui à proprement parler un plan qui soit finalisé. Sur la question des territoires, il ne peut être finalisé que par le président Zelensky. En réalité, les États-Unis veulent tordre le bras de l'Ukraine. Selon le média Axios, la réunion qui s'est tenue hier en Floride entre Américains et Ukrainiens a été, je cite, difficile et très intense. Un face-à-face de 5 heures, presque exclusivement, centré autour de la question des territoires. Anecdote révélatrice, à l'issue de cette réunion, Roustem Umerov, le négociateur en chef ukrainien, demande un tête-à-tête à Steve Witkoff, puis il appelle Volodymyr Zelensky pour l'informer des intentions américaines. Le président demande donc à parler directement à Donald Trump. Refus de la Maison-Blanche, selon le Télégraphe, M. Zelensky a laissé entendre qu'il sacrifierait ses relations avec les États-Unis plutôt que de céder le Donbass. D'un mot, Justine, y a-t-il d'ores et déjà des pays qui reconnaissent la carte de la Russie telle que vous nous l'avez montrée ? Eh bien, c'est le cas à ce jour de 2 pays en plus de la Russie elle-même, la Syrie et la Corée du Nord, 2 dictatures, même si la Syrie est en transition. Merci Justine. Alors, juste avant d'aller sur le fond des choses, voilà ce qui se trame donc en coulisses. Je voudrais vous entendre chacun d'entre vous, mais en 10-15 secondes, sur votre sentiment. À mesure que ce coin de voile se lève sur cette partie du plan américain. Est-ce que vous êtes indigné ou est-ce que vous êtes fataliste, Isabelle ? Moi, je suis indignée. Je crois qu'on assiste à la tentative d'essayer d'écraser l'Ukraine contre le mur et que face au rouleau compresseur russo-américain, l'Ukraine seule n'est pas capable de résister et les Européens ne sont toujours pas à la hauteur. Jean-Dominique ? Fataliste, qu'est-ce que nous pouvons faire de plus ? Nous avons essayé de soutenir l'Ukraine, nous avons soutenu l'Ukraine, les Ukrainiens se battent, les Ukrainiens ne gagnent pas la guerre, et manifestement, si Vladimir Poutine tope là avec Trump, eh bien, c'est ce qui se passera, ce sera comme ça, et quels que soient nos sentiments, nos déceptions, nos espoirs, donc fataliste, c'est comme ça. Et vous, Vincent ? Atterré, mais pas surpris. Toutes les embardées, tous les zigzags de Trump, au fond, nous trompent, mais dessiner une ligne de droite, en finir à tout prix avec ce conflit, puis back to business, retour aux affaires. Et je ne partage pas l'avis de Jean-Dominique quand il dit que, grosso modo, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Ça n'est pas vrai. Nous aurions pu faire davantage, plus vite, notamment en termes de livraison d'armement, pour équilibrer le rapport de force. Et vous, Général ? Indigné également, et je reprends un mot, c'est... Certes, l'Ukraine n'arrive pas à gagner la guerre, mais la Russie non plus. Et elle cherche à obtenir par une négociation quelque chose qu'elle n'arrive pas à gagner sur le terrain. Et les mots sont importants, ça revient au plan russe traduit en américain qui avait été présenté initialement. Il parle d'une reconnaissance de facto, parce qu'ils se méfient un petit peu, effectivement, ils ne peuvent pas faire des jurés, mais... Bon, ça importe peu, certainement, à M. Witkoff et à M. Trump, et ils sont prêts, probablement, de facto, en disant que, vous comprenez, c'est de facto, donc c'est pas très grave. Bah si, c'est grave quand même. Voilà. Bon, voilà la carte donc, qui dit tout, parce que l'essentiel se concentre sur cette oblast, comme on dit, cette région de Donetsk, où
sur la partie supérieure, en haut à gauche de la ligne rouge qui figure l'état du front aujourd'hui, les Ukrainiens ont sacrifié évidemment énormément d'hommes et de matériel pour défendre coûte que coûte cette partie qu'ils vont devoir, si toutes ces informations sont confirmées, abandonner purement et simplement sur la pression des États-Unis et s'ils se résolvent à ça. Vous employez le futur, je dis qu'ils devraient, parce que les Ukrainiens ne l'accepteront pas. Ils n'accepteront pas. Bon. Ils ne lâcheront pas dans le Donetsk. Je ne les vois pas lâcher dans le Donetsk. Si vous voulez, les combats... D'abord, pour une raison simple, c'est que je pense, compte tenu de l'ambiance qui est actuellement en Ukraine, même si M. Zelensky voulait le faire, ça ne serait pas accepté en Ukraine. Ils ont perdu tellement d'hommes face à l'agression russe qu'ils ne peuvent pas se permettre de lâcher. Donc la seule chose que pourrait obtenir, c'est obtenir que les Russes inversent les données et disent « on accepte un cessez-le-feu maintenant ». Et on va discuter de ça après. Il faut se souvenir que c'est la position ukrainienne, européenne et américaine, mais les Russes n'en veulent pas. Donc s'ils ne veulent pas accepter de cesser le feu, je ne vois pas pourquoi les Ukrainiens l'accepteraient aujourd'hui. Comme c'était indiqué, et souvenez-vous, l'interview un peu dramatique du président Zelensky le soir où on avait présenté ce plan il y a maintenant 15 jours, il avait dit « c'est notre dignité ou on perd notre allié ». Et clairement, il vient de dire la même chose. On est prêt à perdre notre allié. Quand le Télégraphe dit « M. Zelensky a laissé entendre qu'il sacrifierait ses relations avec les États-Unis plutôt que céder le Donbass », c'est une carte qu'il abat dans cette partie de poker menteur où ça peut se produire. Ça peut se produire. Est-ce que c'est imaginable? Je reviens justement à ce dilemme qu'il a exprimé lui-même voilà 8 jours environ, Zelensky, le choix entre donc la dignité du peuple ukrainien et le soutien d'un allié. À une nuance près, c'est que les États-Unis ne sont plus un allié. Et que baiser les babouches du faux ami qui vous étrangle ne vous épargnera jamais le malheur qui pèse sur vous. Mais cela étant dit, soyons réalistes. Il est tout à fait possible, et il est peut-être même inévitable à ce stade, que Zelensky doive consentir des sacrifices territoriaux et une amputation cruelle, injuste, scandaleuse moralement et au regard du droit international pour que l'Ukraine continue d'exister comme un État en partie souverain et indépendant. Avec 200 000 civils qui devraient quitter ce territoire. Moi, je crois que oui, on a dépassé, à mon avis, le moment où Zelensky disait je ne céderai jamais aucun territoire occupé. Je pense qu'aujourd'hui, avec la conjonction... Pardonnez-moi, occupé ou revendiqué en l'occurrence, parce que la Russie n'occupe pas ce territoire de la région du Donetsk. Mais elle tente de l'occuper, mais elle n'y parvient pas. Mais face à Donald Trump plus Vladimir Poutine, qui avance main dans la main, ce que personne n'avait imaginé il y a un an, je ne vois pas comment il peut résister. Alors, il y a une chose qui est de se séparer d'une partie de ces territoires occupés, et l'autre chose qui consiste, et c'est là qu'à mon avis ça se jouera, plutôt que sur la cession des territoires occupés, c'est qu'est-ce que j'ai en échange? Et c'est là qu'on tombe sur la deuxième partie extrêmement importante, qui est la question des garanties de sécurité. Si l'Ukraine sort de cette histoire avec le Donbass en moins, mais des garanties de sécurité extrêmement solides, qui lui permettent de choisir son camp occidental, le camp de la démocratie et de la liberté, et d'être assuré que Vladimir Poutine ne reviendra pas une troisième fois pour l'attaquer, l'Ukraine peut présenter ça comme une victoire. Le problème, et c'est là que moi je suis pessimiste, c'est que je pense que même ça, on n'y est absolument pas. C'est-à-dire qu'on a des Européens qui sont trop faibles au niveau de la volonté politique pour offrir ces garanties de sécurité aujourd'hui à l'Ukraine, et des Américains qui disent on le fera, mais on en discute après le cessez-le-feu et après le plan de paix. Comment peut-on aujourd'hui faire confiance à une future garantie de paix américaine, étant donné la position qui est prise au plus haut sommet de l'État vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'Ukraine? On ne peut pas. Et donc c'est ça qui est complètement bancal. Et pardon, je pose la question tabou. Le général disait les Ukrainiens ne l'accepteront pas. Les civils ukrainiens, le peuple ukrainien ne l'acceptera pas. La question taboue, est-ce que renoncer à une
partie de son territoire, encore une fois, qu'on a tant défendu pendant des années au prix du sacrifice de milliers de civils, ça vaut la peine pour que la Russie fasse taire les armes? Écoutez, ça, c'est les Ukrainiens qui décideront, et ils le décideront chacun en leur âme et conscience, en fait. Alors, ils vont le décider politiquement, mais ils vont aussi décider... Vous savez, les militaires ukrainiens sont épuisés sur le front, épuisés. Si demain, on leur dit, bon, on arrête, il n'est pas sûr qu'il y aura des mutineries. Peut-être ici ou là, il y aura des protestations, mais il faut voir quand même que la situation n'est pas bonne pour l'Ukraine. La situation n'est vraiment pas bonne pour l'Ukraine. Alors, ils tiennent, mais ils tiennent à un prix humain très important. L'hiver s'annonce compliqué à cause des bombardements sur le réseau énergétique. Et par ailleurs, il y a ce scandale financier, ce scandale de corruption qui affaiblit considérablement le pouvoir. Donc là, effectivement, les Américains et les Russes ont une fenêtre d'opportunité pour passer. S'ils passent... Oui, clairement, appelons les choses par leur nom, c'est une défaite de l'Ukraine. Voilà. Alors, elle sera habillée pour la présenter autrement, mais c'est une défaite de l'Ukraine et ce sera une victoire de la Russie. Les guerres, souvent, se terminent par un vainqueur et un vaincu. Nous sommes peut-être à la fin de l'affaire. Simplement un mot à l'appui de ce que vous dites, Jean-Dominique. C'est vrai que l'ISW, donc l'Institute for the Study of War, basé à Londres, dont on fait souvent état des études parce qu'elles ont la réputation d'être à peu près fiables, indique que l'armée russe a réalisé en novembre sa plus grosse progression depuis un an. On parle de grignotage, on ne parle pas d'un important morceau de territoire, mais c'est vrai que c'est à l'appui de ce que vous déclariez. Qu'est-ce qui vous fait réagir, Vincent? C'est que dans le marchandage qu'évoquait Isabelle à l'instant, au fond, ce qu'on demande aux Ukrainiens, ce qu'ils sont sommés de faire, c'est d'échanger des terres contre des promesses, d'échanger du réel contre du virtuel et du réversible. Donc, et contre l'arrêt des combats. Évidemment, et c'est donc un marché de dupes. L'argument de la corruption, moi, me paraît presque distrayant. N'oublions pas que l'Ukraine, alors qui reste évidemment encalminée dans une tradition post-soviétique assez détestable en la matière, a été classée l'an dernier par l'ONG Transparency International, qui établit un palmarès annuel et mesure ce qu'on appelle l'indice de perception de la corruption. Au 104e rang, elle était au 142e il y a une dizaine d'années. La Russie est au 154e. Quant à messieurs Trump et Witkoff, ils ont fait de la corruption l'un des carburants de leur carrière de spéculateurs fonciers et de promoteurs immobiliers. Donc que l'on ne sorte pas cet argument-là pour, en quelque sorte, contester la légitimité de Zelensky. Peu importe tous ces classements internationaux. Le fait est que Volodymyr Zelensky, aujourd'hui, est affaibli par cette affaire. C'est un fait. Il a perdu 2 ministres importants, il a perdu son principal collaborateur qui a été obligé de démissionner. Ce n'est pas le cas ni au Kremlin, ni à la Maison-Blanche. C'est un fait. C'est pas... Non, mais au Kremlin... Voilà. Oui, mais d'accord, mais on peut toujours se trouver se faire l'avocat d'une cause. C'est noble. Les faits sont les faits. Volodymyr Zelensky, on le voit sur cette scène, ce n'est pas Yermak qui était en Floride, parce que Yermak a démissionné, parce qu'il était obligé de démissionner. Il y a une crise politique en Ukraine. C'est un Général. fait.